Cette vidéo est une compilation des lieux hantés du Québec, déjà vus sur la chaîne Les Dossiers du Silence. Bon visionnement. Avant de raconter cette histoire, il faut savoir qu'elle est inspirée d'un lieu bien réel. Au cœur du village de Nominingue, dans les Hautes-Laurentides, se trouve un ancien couvent qui a marqué plusieurs générations. Pendant une grande partie du XXe siècle, des religieuses y ont vécu et ont enseigné aux enfants du village. Le bâtiment était immense. De longs corridors, des salles de classe et des chambres pour les sœurs. Les religieuses sont parties et le bâtiment est resté vide. Mais avec le temps, certaines histoires ont commencé à circuler dans le village. Des gens disaient avoir entendu des pas dans les corridors alors que le bâtiment était vide. Certains affirmaient même que des lumières apparaissaient parfois dans certaines fenêtres, puis disparaissaient. Personne n'a jamais vraiment réussi à expliquer ces phénomènes. Aujourd'hui encore, plusieurs habitants de Nominingue connaissent ces récits. L'histoire que vous allez entendre maintenant est une fiction inspirée de ces rumeurs. Mais comme souvent avec les vieux bâtiments abandonnés, il est parfois difficile de savoir où s'arrête la légende et où commence la réalité. À l'époque, nous explorions souvent des lieux abandonnés. Nous étions 4, moi, Marc, Julie et Simon. Chaque fois qu'un de nous entendait parler d'un bâtiment laissé à l'abandon au Québec, nous allions le voir. Un soir d'automne, quelqu'un nous avait parlé du vieux couvent de Nominingue. Certaines personnes du village disaient qu'il ne fallait pas y entrer la nuit. Évidemment, ça avait suffi pour nous convaincre d'y aller. Quand nous sommes arrivés, il était 22 heures et la nuit était déjà bien installée. Le bâtiment se dressait devant nous. Il était immense et silencieux au milieu du village. C'était une grande bâtisse en briques de plusieurs étages, avec une architecture simple mais imposante, typique des anciens couvents du Québec. Les murs semblaient fatigués par le temps. Les longues rangées de fenêtres des étages supérieurs donnaient l'impression que le bâtiment avait autrefois été plein de vie. Mais ce soir-là, elles étaient toutes noires. Certaines vitres étaient fissurées, d'autres étaient complètement brisées. Celles au niveau du sol étaient barricadées par des panneaux en bois. Le terrain autour du couvent était envahi par les herbes hautes et les vieux arbres. Le vent faisait bouger leurs branches, qui frottaient parfois contre les murs du bâtiment. Le perron principal était encore là, avec ses marches de bois usées qui craquaient au moindre mouvement. La grande porte d'entrée, massive et sombre, semblait avoir été fermée depuis longtemps. Une chaîne rouillée entourait les poignées, comme si quelqu'un avait voulu empêcher les gens d'entrer. Même si le couvent se trouvait au cœur du village, l'endroit donnait l'impression d'être complètement isolé. Le vent passait entre les fenêtres brisées et produisait parfois un léger sifflement à l'intérieur du bâtiment. Pendant quelques secondes, nous étions restés immobiles à observer la façade. Dans la lumière de nos lampes, le couvent paraissait encore plus grand et beaucoup plus vide. C'est à ce moment-là que nous avions compris que, pour entrer, il faudrait trouver un autre chemin que la porte principale. Nous avions donc contourné le bâtiment. Sur le côté, Julie avait remarqué une ouverture dans une fenêtre. Le panneau était brisé. Après avoir regardé à l'intérieur avec nos lampes, Marc avait dit « Ça a l'air d'être une ancienne classe. » Nous étions entrés un par la fenêtre. Quand mes pieds avaient touché le plancher, la poussière s'était soulevée dans la lumière de nos lampes. La première chose qui nous avait frappé, c'était l'odeur. C'était une odeur de vieux bois, de poussière et d'humidité, comme si l'air n'avait presque pas circulé dans le bâtiment depuis des années. Le couvent était plongé dans un silence complet. La lumière de nos lampes éclairait une ancienne salle de classe.
Les murs étaient pâles et fissurés par le temps. Le plancher de bois était couvert d'une fine couche de poussière qui se soulevait légèrement à chacun de nos pas. Quelques vieux pupitres étaient encore alignés près des fenêtres. Un tableau noir pendait au mur, légèrement incliné. On pouvait encore voir les traces effacées de vieilles craies. Quand nous sommes sortis dans le corridor, l'endroit nous avait semblé encore plus impressionnant. Le couloir était long, très long. Il traversait tout le bâtiment. Il y avait des rangées de portes de chaque côté. Le plancher grinçait sous nos pieds à mesure qu'on avançait, et chaque bruit résonnait dans tout le couvent. Les murs portaient les marques du temps, peintures écaillées, plâtre fissuré, et quelques traces d'anciens cadres qui avaient été retirés. Par endroits, le plafond s'était légèrement affaissé. L'escalier principal se trouvait au milieu du bâtiment. C'était un grand escalier de bois sombre qui montait vers les étages supérieurs. Il avait une rampe massive et usée par les années. Quand nous avions éclairé l'étage du dessus avec nos lampes, nous avions découvert un autre long corridor. C'était là que devaient se trouver les anciennes chambres des religieuses. On avait monté. Il y avait de petites pièces presque identiques tout le long du couloir. Chacune d'elles avait un lit de métal rouillé, une petite table et parfois une vieille croix encore accrochée au mur. La poussière recouvrait presque tout. Certaines portes grinçaient quand on les ouvrait. D'autres restaient coincées comme si elles n'avaient pas bougé depuis des décennies. À certains endroits, le plancher semblait plus fragile et les lattes de bois craquaient plus fort. Plus on avançait dans le bâtiment, plus le couvent semblait silencieux. Un silence étrange. Le genre de silence qui donnait parfois l'impression que le bâtiment n'était pas complètement vide. Et quand nos lampes éclairaient les longues rangées de portes dans les corridors, on avait presque l'impression que quelque chose pouvait apparaître à tout moment dans l'ombre. Tout semblait figé dans le temps. Mais après quelques minutes, Simon s'était arrêté. « Attendez. » Nous nous étions tous immobilisés. Un bruit venait de résonner dans le corridor. Un craquement. Comme quelqu'un qui marchait. Marc avait éclairé le couloir. Il était vide. « C'est sûrement le bâtiment qui travaille, » avait-il dit. Mais personne n'avait vraiment l'air convaincu. Nous avions continué à avancer. Nous étions entrés dans une des pièces, puis Julie avait remarqué quelque chose sur le plancher poussiéreux. C'étaient des traces de pas. Mais ce n'étaient pas les nôtres. Il y avait une 5e paire de traces de pieds qui semblaient nous avoir suivis dans cette pièce. Elles partaient de la porte et se rendaient jusqu'au milieu de la pièce, et elles s'arrêtaient là, comme si la personne avait disparu. C'est à ce moment-là que le plancher du corridor avait craqué. Très lentement. Comme si quelqu'un venait de faire un pas juste à l'extérieur. Nous étions sortis immédiatement dans le corridor. Mais il était vide. Il n'y avait rien, sauf qu'une porte au bout du couloir bougeait lentement. Elle grinçait doucement. Je me souviens que Marc avait parlé. « Voyez-vous la même chose que moi ?» La porte s'était arrêtée, puis elle s'était refermée lentement toute seule. Personne n'avait parlé pendant quelques secondes. Puis un autre bruit avait résonné. Un coup sourd dans un mur. Nous nous étions tous retournés. Puis il y a eu un deuxième coup plus loin dans le corridor. Comme si quelqu'un frappait, mais en se déplaçant. Julie avait serré mon bras. « On s'en va, on part tout de suite. » Nous avions commencé à retourner vers l'escalier. Mais à ce moment-là, une autre porte avait claqué derrière nous. Puis une autre plus loin. Les portes du corridor se refermaient, les unes après les autres, comme si quelque chose avançait derrière nous. Et c'est là que Marc avait hurlé. « Vite! Courez !» On s'était bousculé dans l'escalier.
J'avais même failli débouler les marches. On pouvait encore entendre les portes qui claquaient à l'étage. Il y avait aussi des bruits de pas qui résonnaient. Comme si quelqu'un marchait rapidement dans le corridor au-dessus de nous. Nous avions traversé le couloir en courant. La fenêtre sans panneau était juste devant nous. Et on s'était lancé vers elle. Une fois dehors, nous avions tous regardé le bâtiment. Toutes les fenêtres étaient noires, silencieuses. Mais Simon n'arrêtait pas de fixer l'étage. Je lui avais demandé ce qu'il regardait. Il avait hésité. Puis, il avait dit « Je ne sais pas si vous avez remarqué, Il avait pointé une fenêtre du 2e étage. quand les portes ont commencé à claquer, il y avait quelqu'un dans le corridor avec nous. Et ce soir-là, nous étions pourtant entrés seuls dans le vieux couvent de Nominingue. J'avais regardé les fenêtres de l'étage des chambres et j'avais cru y apercevoir une silhouette à la fenêtre, immobile et qui semblait nous fixer. Depuis cette nuit, nous ne sommes jamais retournés dans le vieux couvent de Nominingue. Et pendant longtemps, nous avons essayé de nous convaincre que tout ce que nous avions entendu ou vu avait une explication. Peut-être le vent, le vieux bois qui travaillait, ou simplement notre imagination. Mais une chose nous a toujours dérangés. Les traces de pas dans la poussière. Parce que quand nous sommes entrés par la fenêtre cette nuit-là, nous étions 4. Et pourtant, dans le vieux couvent, il y avait les traces des pas de 5 personnes. Avant même cette nuit-là, avant même qu'on décide d'y entrer, il y avait déjà quelque chose là-bas. Dans l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, situé dans le centre du Québec. Elle a été construite en 1939. À l'origine, ce n'était pas un hôpital comme les autres. C'était un lieu religieux, un endroit censé accueillir, encadrer, protéger. Mais avec les années, le bâtiment a changé. Il est devenu un lieu de silence, un lieu d'isolement. Certains disent qu'on y envoyait des gens qu'on ne voulait plus voir, des malades, des oubliés, des dérangeants. Puis il y a eu les incendies, celui de 1959 et celui de 1988. 2 tragédies. Des flammes qui ont dévoré les murs et emporté des vies. Officiellement, ce ne sont que des accidents. Mais dans le coin, personne n'a jamais vraiment cru à ça. Parce qu'après les incendies, les histoires ont commencé. Des voix, dans les couloirs, des cris, la nuit, des silhouettes aux fenêtres du 2e étage, des gens qui entraient et qui ressortaient changés. Certains disaient sentir une présence, d'autres parlaient de mains qui les frôlaient dans le noir, et il y avait ces témoignages, toujours les mêmes, des bruits de pas, lents, traînants, qui s'arrêtent juste derrière toi, même quand tu es seul. Le bâtiment a finalement été abandonné au début des années 2000, laissé à lui-même, vide. Mais pas vraiment. Parce que malgré les années, malgré le silence, les gens continuaient d'y aller, par curiosité, par défi, ou pour se prouver que tout ça n'était que des histoires. Nous aussi on pensait ça, jusqu'à cette nuit. La nuit où on est entré, à 6. Mais on n'a pas tous réussi à ressortir. Je n'ai jamais raconté cette histoire au complet. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que chaque fois que j'essaie, quelque chose revient. Une sensation, un bruit, comme si ça n'était jamais vraiment terminé. C'était en octobre 2008. On avait tous entre 18 et 20 ans. On s'ennuyait, comme tous les jeunes des petits coins trop tranquilles du Québec.
Alors on cherchait des sensations fortes. Et il y avait cet endroit, l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Tout le monde connaissait les histoires, les incendies, les morts, les patients enfermés, les cris entendus encore des années plus tard. Mais pour nous, c'était juste des légendes, des histoires pour faire peur aux enfants. On était 6 ce soir-là. Moi, Max, Sarah, Kevin, Judith et Étienne. C'est Max qui avait lancé l'idée. On fait un party là-bas, minuit. Ceux qui ont peur viennent pas. Évidemment, personne n'avait refusé. On était arrivé vers 23h45. La route était vide. Il n'y avait pas une voiture, pas une lumière. Quand on avait vu le bâtiment, on avait arrêté de parler. Il était immense, plus grand que je l'imaginais, comme une masse noire plantée dans la nuit. Les fenêtres étaient brisées, certaines ouvertes, comme des bouches. Judith avait parlé. Ok, c'est quand même creepy. Max avait ri, Arrête, c'est juste un vieux bloc. mais personne n'avait vraiment ri. On avait pris nos lampes de poche et on était entrés. Dès qu'on avait franchi la porte, j'avais senti quelque chose. Un froid. Pas un froid normal, mais un froid vivant. L'air sentait le vieux bois, l'humidité et quelque chose de brûlé. Comme si le feu n'était jamais vraiment parti. Nos pas résonnaient dans les couloirs. Chaque bruit semblait trop fort. On avait fini par trouver une vieille salle commune. Il y avait des chaises renversées, des graffitis un peu partout, et les murs qui s'effritaient. C'était parfait pour notre party. On s'était installé là. On avait allumé des chandelles pour s'éclairer. On avait mis de la musique. On avait ouvert les bières. On avait ri, crié et fait les cons. Au début, c'était juste ça. Juste une gagne de jeunes qui jouaient au courageux. Mais après environ 1 heure, quelque chose avait changé. La musique s'était mise à bugger. Elle ne faisait pas juste couper. Elle buguait. Comme si quelqu'un ralentissait le son, puis l'accélérait. Kevin avait parlé. C'est quoi ça? Max avait regardé son téléphone. Aucune idée. Y a pas de réseau, mais ça devrait pas faire ça. Puis la musique s'était arrêtée. D'un coup, il y avait eu un silence. Un silence total. Aucun son produit par le vent. Pas de bruit extérieur. Rien. Et là, on avait entendu quelque chose. Du bruit dans le couloir. Des bruits de pas. Des pas lents, lourds. Comme si quelqu'un traînait les pieds. Max avait demandé. C'est qui? En riant. Mais son rire sonnait faux. Les pas continuaient. 1, 2, 3. Il se rapprochait. Puis, il s'était arrêté, juste devant la porte. Personne n'osait bouger. Personne n'avait parlé. La poignée avait tourné. Lentement. La porte s'était ouverte. Mais il n'y avait personne. Juste le couloir vide et noir, Ok, c'est pas drôle. avait dit Sarah. Max s'était levé. Y a sûrement quelqu'un d'autre ici. Mais je savais que non. Je ne sais pas pourquoi. Je le savais juste. Et là, une chandelle s'était éteinte, puis une autre, puis une autre. Comme si quelque chose passait devant elle. Je m'étais tournée vers le couloir, et je l'avais vue, une silhouette au fond, grande, trop mince. Elle ne bougeait pas, mais elle était là. Vous la voyez ? Personne n'avait répondu. Puis Judith avait commencé à pleurer. On s'en va maintenant. La silhouette avait fait un pas,
sans faire aucun bruit, puis un autre. Elle avançait, et à chaque pas, la température descendait. Je pouvais même voir ma respiration. Puis soudain, il y avait eu un cri. C'était un cri horrible, terrifiant. C'était comme le cri de quelqu'un en train de brûler. Les murs en avaient même vibré. Judith avait hurlé. Kevin avait lâché sa bière par terre. Et là, tout avait déboulé. On avait couru. Tous en même temps. Tous dans le même sens. On n'était plus capable de réfléchir. On voulait juste sortir de là. Les escaliers étaient sombres. On glissait. On se poussait. Quelqu'un était même tombé. Je ne me souviens plus c'était qui. Mais personne ne s'était arrêté. Parce que derrière nous, quelque chose nous suivait. Rendu en bas de l'escalier, je m'étais retournée une seconde. La silhouette était là, juste en haut. Mais elle n'était plus seule. Il y en avait plusieurs autres. Des formes, tordues. Certaines trop petites, d'autres trop grandes. Et elles nous regardaient. Puis elles avaient commencé à descendre. On avait hurlé. On avait couru encore plus vite. On était enfin sortis de l'asile. On avait ensuite traversé le terrain sans regarder derrière. On était tous montés dans les voitures. Du moins, c'était ce qu'on avait cru. Nos mains tremblaient. Les clés tombaient. Puis, on avait réussi à partir. Personne ne parlait. Personne ne regardait les autres. On roulait, en silence. Puis, Sarah avait parlé. Max? Où est Max? On s'était tous figés. Max, il n'était pas dans la voiture. On avait arrêté les voitures dans un parc. On avait compté tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. On était 5. Max n'était plus là. Et il n'y avait pas d'autre voiture. On était retourné à l'asile. Oui, on y était retourné. Mais on n'était pas entré dans le bâtiment. On était resté devant à regarder la façade. Et là, à une fenêtre du 2e étage, on a vu quelque chose. Une silhouette qui nous regardait. Puis, une autre. Puis, une 3e. Et au milieu, il y avait Max, debout, immobile, en train de nous fixer. Kevin l'avait appelé, Max! mais il n'avait pas bougé. Il n'avait eu aucune réaction. Puis, toutes les choses avaient tourné la tête vers lui en même temps. Et soudain, les silhouettes, incluant Max, avaient disparu. D'un coup. Aucun d'entre nous n'est jamais retourné là-bas. La police n'avait rien trouvé. Aucune trace de Max. Rien. Ils ont dit qu'il s'était perdu. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que depuis cette nuit, parfois, quand je suis seule chez moi, même 18 ans après, j'entends des pas dans le couloir, lents, traînants, comme quelqu'un qui s'approche et qui s'arrête juste devant ma porte. Je me souviens encore parfaitement de cette nuit. C'était au début de l'automne, quand les nuits deviennent froides dans le nord du Québec et que la forêt prend cette odeur humide de feuilles mortes. J'avais entendu parler d'un endroit étrange dans la réserve faunique des Laurentides, entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Québec. Une vieille base militaire abandonnée au sommet d'une montagne.
C'était une station radar construite pendant la guerre froide pour surveiller le ciel du nord des invasions de bombardiers soviétiques. La base du mont Apika. Aujourd'hui, la base était abandonnée. Ou du moins, c'est ce que je croyais. On racontait que, dans les années 50 et 60, des militaires passèrent leur nuit à scruter les écrans radars pour détecter d'éventuelles invasions. Mais ce n'était pas l'histoire militaire qui m'intéressait. C'était les rumeurs. Plusieurs explorateurs urbains affirmaient que, certaines nuits, les machines de la base semblaient encore fonctionner. Des lumières, des bruits de radio, et parfois des silhouettes. Évidemment, je pensais que c'était des exagérations. Alors j'ai décidé d'y aller moi-même. J'étais arrivé au pied de la montagne vers 23 heures. La route forestière pour s'y rendre était presque invisible. Les phares de ma voiture éclairaient à peine les arbres serrés de chaque côté. Après plusieurs kilomètres, la route était devenue trop étroite pour continuer en voiture. Je m'étais donc stationné. Le silence de la forêt était total. Même le vent semblait absent. J'avais pris ma lampe frontale et mon sac, puis j'avais commencé à monter vers la base. Plus j'avançais dans la forêt et plus je gravissais la montagne, plus j'avais l'impression étrange que quelque chose n'allait pas. C'est difficile à expliquer. Même aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé les mots pour décrire l'impression qui me serrait les tripes. La forêt était trop silencieuse. Pas de bruit d'insectes, d'animaux ou d'oiseaux. Rien. Il y avait juste le bruit de mes pas sur les feuilles mortes. Après presque 30 minutes de marche, je l'avais vue. La base du mont Apika. Elle apparaissait dans la brume comme une vieille carcasse industrielle abandonnée. Les bâtiments étaient massifs, faits de béton et de métal. Au sommet, l'antenne radar dominait tout le paysage. Même immobile, elle donnait l'impression d'observer la forêt. Le vent s'était levé à ce moment-là, et la structure métallique avait commencé à grincer. C'était un bruit long, grave, presque vivant. La porte principale du bâtiment radar était complètement barricadée, mais une fenêtre brisée permettait de passer. Je me suis glissé à l'intérieur. Dès que mes pieds ont touché le sol du bâtiment, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il faisait chaud. Pas tiède. Chaud. Comme si les machines du bâtiment fonctionnaient encore quelque part. Ma lampe éclairait un couloir rempli de vieux câbles et de panneaux électriques. Les murs étaient couverts d'affiches militaires jaunies. Il y avait même un vieux calendrier à moitié déchiré. La dernière page affichait octobre 1962. Je marchais lentement dans la base. Chacun de mes pas résonnait dans le bâtiment vide. Les pièces étaient remplies d'équipements rouillés, de bureaux brisés et de vieux dossiers militaires. Puis j'ai entendu un bruit, un clic métallique. Je m'étais figé. Le bruit venait de plus loin dans le bâtiment. Puis j'avais entendu un deuxième clic, puis un troisième, comme si des systèmes électriques tentaient de redémarrer. J'avais fini par arriver dans une grande salle circulaire. C'était la salle de contrôle radar. Au centre de la pièce, il y avait une immense console couverte de poussière. Dessus, il y avait des cadrans, des écrans fissurés. Tout semblait mort. Puis soudain, une petite lumière verte s'était allumée sur la console. Je m'étais figé. Une deuxième lumière s'était allumée, puis une troisième. À l'extérieur, quelque chose avait grincé. J'avais regardé par une fenêtre brisée. L'antenne radar bougeait.
Elle tournait lentement. Je me suis tourné vers la console. L'écran principal venait de s'allumer. Une ligne verte balayait lentement un cercle. Un radar. Je regardais l'écran sans bouger. Puis un point lumineux est apparu. Un point qui avançait lentement sur l'écran. Sous le radar, des informations apparaissaient. Coordonnées, altitude, vitesse. Comme si quelqu'un utilisait encore la machine. Puis j'ai remarqué la date affichée sur un panneau. 14 octobre 1962. Une voix a parlé derrière moi. Calme, professionnelle. Contact confirmé. Je me suis retourné lentement. Un soldat se tenait là. Il portait un uniforme militaire ancien, celui qu'on voyait sur les photos des bases de la guerre froide. La veste, les insignes, tout semblait appartenir à une autre époque. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps n'était pas solide. Il était translucide, comme une silhouette faite de fumée figée dans l'air. La lumière verte du radar passait à travers lui. Et pourtant, il semblait parfaitement réel. Il ne me regardait pas. Il fixait l'écran radar, comme s'il ne savait même pas que j'étais là. La salle autour de moi restait silencieuse. Les consoles étaient mortes, les téléphones immobiles. Mais l'écran radar, lui, fonctionnait toujours. La ligne verte balayait lentement le cercle, et le point lumineux avançait. Le soldat s'est penché légèrement vers la console, comme s'il analysait les données. Puis il a murmuré d'une voix basse. « Vitesse impossible. » Sa voix semblait venir de très loin, comme si elle traversait le temps. Puis soudain, un bruit sourd a résonné dans la montagne. Pas une explosion directe, plutôt un choc lointain, comme quelque chose qui frappait la terre à des kilomètres. Toute la salle a vibré. Les lumières du radar ont clignoté. Le soldat s'est figé. Très lentement, il a tourné la tête vers moi. Cette fois, il me voyait. Ses yeux étaient vides, pas noirs, pas blancs, juste vides, comme si quelque chose derrière eux regardait à travers lui. Il s'est approché d'un pas, puis d'un autre. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, et il a murmuré. « Tu l'as vu aussi ?» Sa voix tremblait, comme s'il comprenait enfin quelque chose. Puis son corps a commencé à se dissoudre, comme de la fumée emportée par le vent. Et en quelques secondes, il n'y avait plus rien. La salle est redevenue silencieuse. L'écran radar s'est éteint, et la base est redevenue complètement morte. Pendant quelques secondes, je suis resté figé. La pièce était redevenue exactement comme je l'avais trouvée. Silencieuse, vide. Le radar ne tournait plus. Les lumières de la console étaient éteintes, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas vrai, parce que je l'avais vu. Et surtout, il m'avait vu. Un frisson avait traversé tout mon corps. Après un certain temps, mon cerveau avait enfin réagi. Je devais sortir de là, et vite. Je m'étais retourné et j'avais commencé à courir. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides de la base. Le bruit semblait trop fort dans le silence du bâtiment. Je passais devant les vieilles portes rouillées, les câbles pendants, les murs couverts de peinture écaillée. Ma lampe frontale tremblait avec chacun de mes mouvements. Plusieurs fois, j'avais eu l'impression d'entendre quelque chose derrière moi. Un bruit, un mouvement, comme des pas qui n'étaient pas les miens. Mais je ne m'étais jamais retourné. J'étais arrivé à la fenêtre brisée par laquelle j'étais entré. Je me suis glissé dehors et j'étais tombé.
Le vent froid de la montagne m'avait frappé le visage. La forêt était plongée dans l'obscurité. Mais je n'avais pas hésité. Je m'étais relevé et je m'étais mis à courir. Je descendais la montagne aussi vite que possible, glissant sur les feuilles humides, me cognant parfois contre les branches. Je n'avais jamais regardé derrière moi, parce qu'au fond de moi, j'avais peur de voir quelque chose qui me suivrait. Après ce qui m'avait semblé être une éternité, j'avais finalement aperçu ma voiture. Je m'étais précipité à l'intérieur et j'avais verrouillé les portes. Je respirais tellement fort que j'avais l'impression d'étouffer. Je regardais la montagne dans le noir. La base était invisible depuis la route. Mais je savais qu'elle était là, quelque part dans l'obscurité. J'étais resté quelques minutes immobile à essayer de me remettre les idées en place. Puis j'avais démarré la voiture et j'avais quitté la montagne. Je n'y suis jamais retourné. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé. Au début, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination. La fatigue, l'adrénaline, peut-être même mon imagination. Mais il y avait un détail que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone. Quand j'étais arrivé chez moi cette nuit-là, il y avait un message dessus. Un message qui n'était pas là avant. Aucun numéro, aucune heure, juste un texte. Signal détecté, Montapica, 14 octobre 1962. Je n'ai jamais réussi à supprimer ce message. Chaque fois que j'efface la conversation, elle revient. Toujours la même phrase. Toujours la même date. Avant de commencer cette histoire, il faut savoir qu'elle est inspirée d'un phénomène qui aurait réellement eu lieu au Québec. Dans le quartier de Beauport, près de la ville de Québec, une vieille maison est devenue célèbre pendant plusieurs années à cause d'événements très étranges. Les gens du quartier l'appelaient « la maison qui frappe ». Selon les témoignages de plusieurs personnes qui y sont entrées, des coups violents se faisaient entendre dans les murs, dans le plafond et parfois même dans le plancher. Mais le plus troublant, c'est que ces coups semblaient répondre aux gens. Quand quelqu'un parlait, demandait quelque chose ou frappait lui-même sur un mur, la maison répondait. Certains témoins racontaient que les coups se déplaçaient d'une pièce à l'autre, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur de la structure. D'autres disaient que les coups devenaient de plus en plus forts lorsqu'on restait longtemps dans la maison. Au fil du temps, la rumeur s'est répandue dans toute la région. Des curieux venaient voir la maison. Certains en ressortaient en disant n'avoir rien entendu, mais d'autres affirmaient avoir vécu des phénomènes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Aujourd'hui encore, cette histoire reste l'une des légendes paranormales les plus étranges racontées dans la région de Québec. Personne n'a jamais réussi à expliquer clairement ce qui provoquait ces coups. Certains parlent d'un phénomène naturel, d'autres pensent qu'il y avait quelque chose dans les murs. L'histoire que vous allez entendre maintenant est une fiction inspirée de cette légende. Mais si vous avez déjà entendu parler de la maison qui frappe, vous savez peut-être que certaines histoires ne sont pas complètement inventées. Je n'ai jamais cru aux histoires de maisons hantées. Les fantômes, les esprits, les phénomènes paranormaux, pour moi, c'était toujours des histoires inventées pour faire peur aux gens. Mais il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Et ça s'est passé dans une maison à Beauport, au Québec. Une maison dont les gens du quartier parlent encore aujourd'hui. Ils l'appelaient la deuxième maison qui frappe. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un petit bar de Québec. Un vieux monsieur racontait l'histoire à quelqu'un au comptoir. Il disait que, dans cette maison,
on entendait des coups. Pas des petits bruits normaux de maison, des coups forts, des coups qui répondaient, comme si quelqu'un frappait, de l'intérieur des murs. Il avait dit que l'histoire se répétait, que c'était comme dans La maison qui frappe qui avait énormément fait parler en 1989, elle aussi à Beauport. Évidemment, j'ai pensé qu'il exagérait. Mais l'adresse existait vraiment. Et quelques jours plus tard, par curiosité, j'y suis allé, seul. Aucun de mes amis n'avait voulu m'accompagner. Mais ça ne m'avait pas arrêté. C'était une soirée froide d'automne. Le genre de soirée où le vent fait bouger les arbres et où les rues deviennent silencieuses très tôt. La maison se trouvait au bout d'une rue tranquille. Quand je l'ai vue, j'ai immédiatement compris pourquoi les gens en parlaient. Elle avait l'air abandonnée. La peinture était presque entièrement partie. Les fenêtres étaient sales et certaines étaient couvertes de planches. Le terrain était envahi par les herbes hautes. Mais ce qui m'avait le plus dérangé, c'était le silence. Il n'y avait pas de voiture. Aucun voisin n'était dehors. Rien. Juste le vent. J'étais resté quelques secondes devant la maison avant de monter les marches du perron. Elles avaient craqué sous mes pieds. Je me souviens encore du bruit de la poignée quand je l'avais tournée. La porte n'était même pas verrouillée. Et aujourd'hui, je sais que c'était inutile de verrouiller la porte, puisque personne n'aurait osé entrer dans cette maison de toute façon. La porte s'était ouverte lentement, en grinçant. Un grincement long et aigu. Et l'odeur m'avait immédiatement frappé. Une odeur de vieux bois humide et de poussière. J'avais allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis entré. Le salon était vide. Le plancher était couvert de traces de saleté et les murs étaient jaunis par le temps. Il y avait un escalier qui montait vers l'étage et pendant quelques minutes, il ne s'était rien passé du tout. Je marchais dans la maison, éclairant les pièces une à une. La cuisine, le corridor, une petite salle à manger. Tout était complètement désert et délabré. Je commençais presque à trouver ça ridicule. Puis j'ai entendu le premier coup. Un bruit sec. Je m'étais immédiatement arrêté. Le bruit venait du mur du salon. J'avais attendu. Rien. Je m'étais approché du mur. Je me souviens m'être dit que c'était peut-être une branche d'arbre qui frappait la maison avec le vent. Mais quand j'avais posé ma main sur le mur, j'ai senti une vibration. Et juste à ce moment-là, le mur avait encore frappé. Je m'étais brusquement reculé. Le coup venait clairement de l'intérieur du mur. J'avais essayé de me convaincre que c'était une vieille structure qui bougeait. Mais ce qui s'est passé ensuite ne pouvait pas s'expliquer. Je m'étais dirigé vers la cuisine. Et quelques secondes plus tard, il y a eu un autre coup. Mais cette fois, il venait de derrière moi, dans le corridor. Je m'étais retourné lentement. La maison était complètement silencieuse. Puis 2 coups rapides. Cette fois-là, Ça venait du plafond. juste au-dessus de ma tête. Mon cœur s'était mis à battre très vite. Je m'étais dit que quelqu'un était peut-être dans la maison. Alors j'avais parlé. « Allô ?» Je n'avais eu aucune réponse. Puis j'avais entendu un bruit dans l'escalier. C'était comme un bruit de pas, un craquement de vieux bois. Je m'étais lentement approché. Ma lampe éclairait les marches, mais elles étaient vides. Il n'y avait personne. J'avais avancé et je m'étais arrêté au pied de l'escalier. Et c'est là que les coups avaient recommencé. Mais cette fois-là, ils étaient au-dessus de moi,
au 2e étage. C'étaient 3 coups lents, comme si quelqu'un frappait le plancher, juste au-dessus de ma tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais décidé de monter. Chaque marche craquait quand je posais le pied dessus. Arrivé en haut, l'air était plus froid, beaucoup plus froid. Il y avait 3 portes dans le corridor. Elles étaient toutes fermées. Je m'étais avancé vers la première. La poignée était glaciale. J'avais ouvert la porte doucement. C'était une chambre vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. La 2e porte menait à une petite pièce qui ne contenait qu'une vieille armoire. Sinon, il n'y avait encore une fois rien. J'étais entré pour inspecter l'armoire. Mais au moment où je m'étais retourné pour sortir, un coup énorme avait retenti derrière moi. La porte s'était violemment refermée. La pièce était devenue presque complètement noire. Mon téléphone avait éclairé faiblement les murs. Je m'étais précipité vers la porte et je l'avais rouverte. Le corridor était toujours là. Mais quelque chose avait changé. L'air était devenu lourd, très lourd. Et j'avais entendu quelque chose. C'était un bruit très lent, comme si quelqu'un grattait le mur. Le bruit venait de la 3e porte, au bout du corridor. Je m'étais approché. Le grattement s'était arrêté. Il y avait un silence total. Puis, un coup. J'étais resté immobile. Il y avait eu un 2e coup. Puis un 3e, plus fort. C'était clairement dans la pièce derrière la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais ouverte. La pièce était presque vide. Il y avait juste un vieux plancher et un mur fissuré à l'intérieur. Mais en éclairant le mur, j'avais vu quelque chose. Une bosse, une forme, dans le plâtre du mur. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Je me suis approché et la bosse avait bougé. Le mur s'était déformé légèrement. Puis, un coup, juste sous mes yeux. Je m'étais figé. Puis la forme dans le mur avait encore bougé, comme si quelque chose essayait de sortir. Les coups avaient commencé à frapper partout dans la maison. Dans les murs, dans le plafond, dans le plancher, de plus en plus fort, comme si la maison entière était vivante. Puis tout s'était arrêté. D'un seul coup, il y avait eu un silence complet. Et dans ce silence, j'avais entendu un murmure, très faible. C'était juste derrière le mur, une voix qui disait « Aide-moi ». Mon sang s'était glacé. Je m'étais lentement reculé, puis la voix avait répété, plus forte « Aide-moi ». Et à ce moment-là, le mur avait frappé une fois, si fort que le plâtre s'était fissuré. Je n'avais pas attendu une seconde de plus, j'avais couru vers l'escalier. Les coups me suivaient, dans les murs, dans les portes, dans le plancher, comme si quelque chose essayait de sortir de la maison. J'avais presque tombé dans les marches en les descendant. J'avais ouvert la porte d'entrée et j'étais sorti dans la nuit. Mais juste avant de quitter le perron, la maison avait frappé une dernière fois. Un coup immense qui avait résonné dans toute la structure. Je m'étais retourné. Et pendant une fraction de seconde, j'avais vu quelque chose. Dans la fenêtre du 2e étage, une silhouette, derrière la vitre, qui me regardait. Je ne suis jamais retourné là-bas, mais quelques jours plus tard, j'avais parlé à une femme qui habitait la rue. Quand je lui ai raconté les coups, elle m'avait regardé longtemps.
Puis elle m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'avait dit, Les gens pensent que la maison frappe. elle avait fait une pause, puis elle avait ajouté, Mais ce n'est pas la maison. je lui avais demandé ce que c'était, et elle avait répondu, Ce sont ceux qui sont pris dans les murs. depuis cette nuit, je ne suis jamais retourné près de cette maison. Je ne laisse plus ma curiosité prendre le dessus sur ma raison. Pendant longtemps, j'ai essayé de me convaincre que j'avais imaginé tout ça, que les coups dans les murs avaient une explication logique. Mais parfois, tard le soir, quand tout est silencieux dans ma propre maison, il m'arrive encore d'entendre un bruit sourd dans un mur. Un seul coup. Et chaque fois que ça arrive, je repense à cette vieille maison de Beauport. Et je me demande encore si, cette nuit-là, quelque chose essayait vraiment de sortir des murs.